tous. Ces deux dossiers sont à suivre dans la seconde partie magazine que nous entamons dans quelques minutes. Place d'abord à l'actualité des dernières heures. Bonjour, bienvenue à ce journal magazine de la mi-journée à la une de l'actualité de ces dimanches. Le bilan vient de s'alourdir. 36, 242 disparus et 134 rescapés. C'est le bilan provisoire du dernier naufrage sur la rivière Lukeni dans la province du Maïdombe. Tous les sinistrés viennent d'être assistés par le gouvernement central. Des enveloppes et autres biens leur ont été remis par une délégation du ministère des Affaires sociales. Le détail dans un instant. Également au sommaire de votre 13h30, trop de désordre dans la vente de médicaments en RDC. Une multitude de pharmacies envahissent la capitale. Kinshasa comptait jusqu'en 2019 plus de 5000 pharmacies. Plusieurs d'entre elles fonctionnent dans l'illégalité qu'est dit la loi. Nous avons interrogé. J'espère que vous le suivrez dans le premier dossier de ce genre magazine. Et dans ce dossier, nous allons nous intéresser à l'imagerie médicale. L'accord est luxe et très difficile pour la population congolaise. Dépistage, diagnostic, intervention chirurgicale, imagerie médicale omniprésente dans le parcours de soins de toutes les spécialités. Pourtant, la population peine pour faire ces examens qui vont au-delà des $50. L'échographie est apportée de tous. Ces deux dossiers sont à suivre dans la seconde partie magazine que nous entendons dans quelques minutes. Place d'abord à l'actualité des dernières heures. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. La rue vient de s'exprimer sur les généraux de la justice. Les attentes sont pour la population qui veut cette fois voir un changement. Les Quinois ne veulent plus la justice des 2 poids 2 mesures. Ils veulent aussi voir le ministre et autres condamnés par la justice devant nos camarades. Les Quinois se sont exprimés. Érudis Kitutu les a tendus le micro. La justice congolaise sera guérie de gré ou de force. Un traitement sera administré à la justice même si cela doit faire mal. Tel est le souhait du ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, en organisant les états généraux de la justice. Il est temps de guérir le secteur de la justice des maux dont il souffre afin que la machine repart avec une justice en bonne santé. La population congolaise qui suit de près les travaux des états généraux de la justice exprime ici ses attentes. Franchement, c'est une très bonne chose que personnellement j'appuie, qui est des réformes. Dans ce domaine, nous ne voulons pas cette justice de 2 poids 2 mesures. Nous voulons une justice pour tous. Azati. Mboka au poto ke non malamu eza on est au-dessus de l'État s'implique pour aider notre justice. Et c'est lui qui a tort, qui a raison et raison. Azana tort, azana tort. Moutou azana raison, azana raison. Notre justice est vraiment malade. Et je ne sais comment je peux comparer cette maladie-là. C'est plus que les mpox, c'est plus que la grippe aviaire, c'est plus que les cancers même. Avec cette grave maladie qu'a notre justice, donc notre pays ne sera pas levé que les gens détourner l'argent et l'État. Qu'est-ce que pouvez vous attendre à une justice? Sa justice. La justice est détruite par nos autorités pour leurs intérêts. Pour malade wana esila esengeli to salanini. Baza capable ya kobongisa justice. Lelo justice ekoma ke mokonzi moko boye ayibi na yembongo. Soit azonyokola yo population. Ozana droit ya kofunda été. Si la justice est malade, il faut commencer par mettre fin aux antivaleurs pour la guérir. Ako financer mbongo na ba konza likolo de yo mutoase de moyen au sa sortie ezati. Donc, les consultations populaires organisées à travers le pays avaient un seul objectif, celui de mettre les citoyens au devant de la scène pour penser, diagnostiquer, puis proposer la thérapie administrée à cette justice malade.
Ces derniers temps, plusieurs Kuluna ou malfrats sont jugés en audience foraine. Cette initiative de la justice congolaise est vivement applaudie de demain par les Kinois. On les écoute au micro de Fifi Mukundi. À Kinshasa, les audiences foraines de bandits urbains appelés Kuluna et des autres criminels ont démarré depuis le jeudi 31 octobre 2024 et vont se poursuivre à travers les provinces. Les témoins oculaires de ces procès publics apprécient déjà la concrétisation de cette recommandation du Conseil des ministres. Ces procès publics s'est déroulé à proximité de nos magasins. Nous avons apprécié du fait que les autres jeunes ont été interpellés à ne pas imiter les pratiques de ces criminels. Je salue l'initiative car les crimes de ce bandit étaient étalés sur la place publique. C'est mieux de les juger en public. Le gouvernement a le pouvoir de décider. Aujourd'hui, les ex-communes revenus de Kanyama-Kassese sont utiles dans la société. Au-delà des approbations, cette initiative du gouvernement souminois est un moyen de dissuader les autres Kuluna qui courent encore les rues de la capitale pour troubler la quiétude des paisibles citoyens. Peut-être cette fois-ci, comme nous sommes en plein air. Peut-être cette fois-ci, comme ils sont jugés en public, il y aura certainement des bons résultats. C'est une première pour une catégorie de la population, une interpellation pour ne pas imiter ces bandits. Occasion pour certains d'apprendre quelques étapes de procédure judiciaire. J'ai apprécié le déroulement de ces procès, surtout les interactions entre les juges et les avocats. Au dur de cette frange de la population, cette initiative du gouvernement apporte une plus-value dans la lutte contre le banditisme urbain. Je le dis au sommaire, le bilan vient de s'alourdir. 36 décès, 42 disparus et 134 rescapés. C'est le bilan définitif du dernier naufrage sur la rivière Lukeni dans la province du Maïndombe. Tous les sinistrés viennent d'être assistés par le gouvernement central. Des enveloppes et autres biens leur ont été remis par une délégation du ministère des Affaires sociales, comme nous dit Edith Chalakatala. Aussitôt arrivé à Bokoro, dans le Maïndombe, la délégation du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a pris la direction de la commune rurale de Tolo, où a érigé son quartier général pour cette circonstance. 134 rescapés, 36 décès confirmés et 42 disparus, c'est le bilan fait après le naufrage sur la rivière Lukeni. Les premiers sinistrés à bénéficier de l'assistance apportée par l'équipe déléguée par Aziz Amounana sont ceux-ci. Après Tolo, direction village Lukwangola, où d'autres victimes étaient mobilisées. Chacune d'entre elles a reçu une enveloppe avec l'assistance des autorités locales. Le même exercice a été fait dans le village Bamaba, Bokoro et Nyuki, à la grande satisfaction des bénéficiaires. Merci pour notre affaire sociale, merci à nous, ça c'est pour nous, parce que ça m'a Le représentant du gouverneur de Maïndombe n'a pas manqué de mots pour saluer le dynamisme de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. L'émissaire des Émirats arabes unis a remis des symboles aux autorités locales, signe de l'amitié entre son pays et la République démocratique du Congo. Pendant 2 jours, les différentes délégations du secteur des infrastructures et travaux publics venus de pays africains se sont retrouvées à Brazzaville pour participer à l'atelier de partage d'expériences sur la concession long terme comme solution pour la gestion pérenne des corridors routiers. D'autres détails avec Érudit Skitoutou. Cette clôture a été marquée par des échanges entre les participants à ces travaux qui ont réuni plusieurs délégations de pays africains, dont notamment des ministres, ambassadeurs et des directeurs généraux des structures du secteur des infrastructures et travaux publics. Alexis Kissaro, ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics congolais, qui a pris part active à ces travaux. Ce cadre a constitué une bonne occasion d'échange d'expériences, reconnaissant les défis
défis du financement et de la qualité des travaux dans la plupart des pays africains, le ministre d'État Alexis Guissaro a considéré que l'approche du partenariat public-privé de la concession du Congo-Brazzaville pointe noire qui date de 8 ans comme modèle à suivre. Ici est de noter que le ministre d'État a conduit une forte délégation à cet atelier tenu du 6 au 7 novembre dernier au tour jumelle du quartier Pila à Brazzaville. Lancement officiel du programme d'investissement pour la forêt et de la restauration des savanes dans la province du Kwilu. Ce programme est financé par la Banque mondiale à la hauteur de 290 millions de dollars américains et c'est le gouverneur intérimaire qui a présidé la cérémonie. Une nouvelle ère s'ouvre pour la province du Kwilu avec le lancement officiel du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes Pifores en sigle. C'est le gouverneur des provinces Félicien Kiwaimwadi qui a donné le coup d'envoi de ces projets ambitieux ce vendredi 8 novembre 2024 à Kikwit, deuxième ville de la province, en présence de nombreuses personnalités. Ces programmes soutenus financièrement par la Banque mondiale à la hauteur de 290 millions de dollars américains visent à transformer profondément les secteurs agricoles de la province. Il s'agira notamment de développer la production agricole, de promouvoir la transformation des produits locaux et de favoriser leur commercialisation. Parallèlement, Pifores mettra en œuvre des actions de protection des écosystèmes forestiers et de la savane essentielle à l'équilibre environnemental. Lors de son discours, le gouverneur Kiwaimwadi a souligné l'importance de ces projets pour le développement économique et social de la province. Il a appelé toutes les parties prenantes à s'impliquer activement dans la mise en œuvre de Pifores afin d'en assurer le succès. Notez que ce programme qui s'étendra sur 7 ans couvrira les 5 territoires de la province du Kwilu. Déjà dans la seconde partie de ce journal essentiellement magazine, nous la débutons avec la semaine du président de la République. Pierre Kibambe Somoïsa revient sur les échanges entre le chef de l'État et l'ambassadrice de Belgique en RDC. Aussi, au cours de cette même semaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la réunion hebdomadaire du Conseil de ministres comme chaque vendredi. Il a aussi reçu le lettre de créance des 3 nouveaux ambassadeurs accrédités à Kinshasa. Et en début de la semaine, le président de la République a présidé la cérémonie de la rentrée judiciaire au Conseil d'État. Regardons. Magistrat suprême, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté en début de semaine au Palais du Peuple à l'audience publique solennelle et foraine de la rentrée judiciaire 2024-2025 du Conseil d'État. L'activité se tient conformément à l'article 24 alinéa 1er de la loi organique portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. Une occasion pour le bâtonnier national Michel Chebele Makoba de faire le plaidoyer sur le rôle de la médiation et la conciliation dans l'exécution des arrêts du Conseil d'État. À la Cité de l'Union africaine, l'abbé Kaniki, délégué des victimes du chantier de l'aéroport de Mbujimayi, a été reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Membre de la Voix des Sans-Voix, l'abbé Kaniki est venu présenter au Père de la Nation les doléances des victimes des démolitions de maisons dans l'emprise de l'aéroport national de Bipemba en Mbujimayi. 800 maisons sur les avenues Dodoma et Zaïre dans la commune de Bipemba ont été en effet démolies le 28 octobre dernier pour la poursuite des travaux de rénovation et modernisation de l'aéroport de Mbujimayi. Le président de la République a promis de dépêcher la ministre des Affaires sociales en Mbujimayi pour rencontrer la population victime. Une commission chargée d'indemniser les victimes sera bientôt constituée sur instruction du chef de l'État, a indiqué l'abbé Théodore Kaniki au sortir de cette entrevue. 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement du Royaume d'Arabie Saoudite, de la République italienne et de la République fédérale d'Éthiopie, ont tour à tour présenté leur lettre de créance le jeudi 7 novembre au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Le premier reçu par le chef de l'État, l'ambassadeur Abdulaziz Mohamed Al-Badi d'Arabie Saoudite est marié et père de 2 enfants. Le diplomate saoudien a eu une maîtrise en administration publique avec mention
plus grande distinction obtenue aux États-Unis d'Amérique. L'ambassadeur Abdulaziz est aussi détenteur d'un diplôme supérieur en études diplomatiques du ministère saoudien des Affaires étrangères avec mention grande distinction et une licence en sciences politiques de l'université Roi Saoud. C'était ensuite au tour de l'ambassadeur d'Italie Sabato Franco Sorrentino de présenter ses lettres de créance au président de la République. Il est diplômé en sciences politiques de l'Institut universitaire oriental de Naples. Entré dans la carrière diplomatique en 2002, le diplomate italien a exercé les fonctions de secrétaire délégation à la Direction générale des pays d'Amérique. Il a été ensuite affecté à la Direction générale des pays d'Asie, d'Océanie, du Pacifique et de l'Antarctique. L'ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie, Mekuria Getachew Ouakou, a clôturé la série d'audiences auprès du président de la République. Les diplomates éthiopiens ont un master en finance et une licence de l'université d'Addis Abeba. Diplomatie toujours. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens à la Cité de l'Union africaine avec l'ambassadrice de Belgique en RDC, Roxane de Bilderling, sur des sujets relevant des relations bilatérales entre Kinshasa et Bruxelles. Des questions liées aux investissements européens étaient évoquées au cours des échanges. Le vendredi, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la Cité de l'Union africaine la 21e réunion du Conseil des ministres. La communication du président de la République, l'état de l'administration du territoire, la situation sécuritaire, la situation épidémiologique en RDC, les missions de contrôle des opérations économiques notamment, étaient à l'ordre du jour de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Le débordement des eaux du lac Albert a attiré l'attention de notre rédaction cette semaine. Cette semaine a été aussi dominée par plusieurs grandes actualités phares comme le préparatif des élections législatives à Massimanimba et Yakoma. Pas seulement, mais aussi de la participation de la RDC à la 47e session de l'examen périodique universel des droits de l'homme. Si vous avez manqué un fait, notre confrère Edith Chalakatala nous fait un récap en quelques minutes. La semaine qui s'achève était riche en actualité. En voici l'essentiel. Il s'est ouvert à Genève la 47e session du groupe de travail sur l'examen périodique universel. La République démocratique du Congo, représentée par une importante délégation conduite par la ministre des Droits humains, a présenté l'état de la promotion et de la protection des droits humains. Pendant ce temps à Goma, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, le ministre rwandais des Affaires étrangères et celui de l'Angola, médiateur dans le processus de Luanda, se sont retrouvés pour le lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Les 18 officiers angolais, les 3 Congolais et les 3 Rwandais qui les composent ont officiellement été présentés. Dans l'Ituri, le lac Albert est sorti de son bassin. Les populations riveraines ont dû se déplacer pour épargner leur vie. Mahagi, Aru, Irumu sont très affectés par ces inondations. À l'Assemblée nationale, les députés provinciaux des 26 provinces de la République démocratique du Congo ont étalé leurs difficultés au président de la Chambre basse du Parlement. Ce dernier leur a promis son soutien dans la recherche des solutions. La première ministre, elle, exige plus de transparence dans la gestion des ressources naturelles. C'est à la télé nationale sur la redynamisation du processus ITIE qu'elle l'a dit. La première ministre s'est aussi entretenue avec les femmes mandataires des entreprises et établissements publics avec lesquels le devoir d'exemplarité a été évoqué. Au Sud Kivu, le vice-premier ministre, ministre du Plan, s'est assuré du bon déroulement des travaux dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Des infrastructures dont la construction est terminée ont été remises aux bénéficiaires. Massimanimba et Yakoma devront avoir leurs représentants nationaux et provinciaux. La cascade de formation de la Commission électorale nationale indépendante a commencé. En collaboration avec la SENCO, 50 moniteurs électoraux ont été formés. À la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont adopté le calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre et ont prorogé par leur vote l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. La grève déclenchée à Kinshasa dans le secteur du commerce a été désamorcée par le ministre de l'Emploi et Travail. Les travailleurs qui étaient en assemblée générale protestent contre
les conditions de travail, l'absence de contrat de travail et le non-respect des horaires. Pour terminer, le pays de l'oncle Sam a un nouveau président. Donald Trump a été réélu 47e président des États-Unis d'Amérique et a dévancé Kamala Harris, la candidate démocrate. Trop de désordre dans la vente de médicaments en RDC. Une multitude de pharmacies envahissent la capitale. Kinshasa comptait jusqu'à 2019 plus de 5000 pharmacies. Plusieurs d'entre elles fonctionnent dans l'illégalité. Que dit la loi? Nous avons interrogé des experts sur le premier dossier de ce journal magazine signé Joséphine Lioud. N'ouvre pas une pharmacie qui veut. Le domaine requiert une certaine expertise. Selon l'enquête menée par la DEPEM, Direction de pharmacie et médicaments en 2019, Kinshasa compte plus de 5000 pharmacies. Ouvrir une officine, c'est se soumettre à des conditions administratives et de viabilité drastiques. Le pharmacien qui représente cet établissement, cette pharmacie, va écrire au chef de division provinciale. C'est cet avis d'implantation qui va permettre qu'on puisse équiper la pharmacie. Parce que l'avis d'implantation, c'est une première étape. Et dans cette première étape, il y a deux conditions. PV de visite de site favorable et l'autorisation d'ouverture proprement dite, qui est payée au compte du Trésor public au niveau de la DGRK pour ce qui concerne les pharmacies dans la ville de Kinshasa. Des conditions souvent foulées aux pieds par certains, pour la plupart non professionnels. C'est très grave, c'est très dangereux pour la population. C'est n'importe quoi. Je vous cite un exemple. Il y a un type qui fait ma sentinelle, mais il a ouvert une pharmacie à Livourou, c'est lui-même qui va dans cette pharmacie. Quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Je voudrais que vous sachiez une chose, tout médicament est un poison. Même l'aspirine peut tuer quelqu'un. Les médicaments normalement doivent être très bien conservés. La conservation des médicaments est un facteur très important. Un fabricant peut marquer sur son produit que le produit va périmer dans 2 ans ou bien dans 3 ans. Mais quand ce produit est très mal conservé, ce produit peut périmer même en 2 mois ou en 3 mois. Ignorant toute pratique dans ces domaines où l'acteur s'appelle pharmacien et appartient à un ordre, la population s'expose à un danger fatal. Quand mon enfant est malade, je vais à la pharmacie, j'achète les médicaments contre la fièvre et les pharmaciens me recommandent par la suite d'aller voir un médecin pour une prescription médicale. Ce que je déplore aussi est que la majorité de nos pharmacies ici à Kinshasa, il se permet de vendre même les produits sans ordonnance, ce qui n'est pas normal ailleurs. Et vous partez dans une pharmacie, on vous vend même des produits qui nécessitent une ordonnance. Comment éviter le pire face à l'imposture dans les officines? Pour le moment, les pharmaciens inspecteurs vont passer en revue les pharmacies pour vérifier si les conditions minimales de fonctionnement sont réunies. Les propriétaires de pharmacies devaient se tranquilliser, ouvrir leurs portes, continuer leur activité pour permettre au ministère provincial de la Santé et permettre à la COREP de vérifier les conditions de viabilité. Pour accompagner l'effectivité de la couverture santé universelle, l'assainissement du secteur de la vente de médicaments s'impose dans la réponse à la question « Qui fait quoi avec quelle qualité ?» Je le dis au sommaire, l'accès à l'imagerie médicale reste encore un luxe et très difficile pour la population congolaise. Dépistage, diagnostic, intervention chirurgicale, l'imagerie est désormais omniprésente dans le parcours de soins de toutes les spécialités. Pourtant, la population peine pour faire tous ces examens qui vont au-delà de $150. Seule l'échographie est à la portée de tous. Constat fait par Blandine Wavingana, c'est le deuxième dossier de ce journal magazine. L'innovation technologique en toile de fond, des appareils d'imagerie tels que la radiographie, le scanner, l'échographie, l'imagerie par résonance magnétique, IRM et tant d'autres apportent une fiabilité sans précédent dans le diagnostic. Jadis, les pathologies difficiles à identifier, aujourd'hui dans un laps de temps, sont détectées pour une prise en charge dans le délai. Aujourd'hui, nous disons que l'imagerie, c'est le gold standard de beaucoup de pathologies et c'est le point de départ d'un bon traitement. On ne peut pas aujourd'hui traiter comme c'était le traditionnel.
on vous amène un malade, vous dépistez une maladie, vous dites que non, on prend le traitement et puis on se limite là. Non. Et lorsque vous êtes malade, on doit arriver à faire de l'imagerie. On veut connaître ce que le malade a comme pathologie pour que sa prise en charge soit correcte. Aujourd'hui, on s'est dit qu'il faut entrer à l'intérieur du corps humain sans ouvrir, par exemple sans passer par la chirurgie, voir d'abord de quoi il s'agit. Ensuite, on peut dire au chirurgien, tu peux ouvrir parce que nous avons vu qu'il s'agit d'une maladie opérable. Malgré cette évolution de l'imagerie, l'accès de ces services en RDC demeure un casse-tête pour des milliers de Congolais car ces équipements ne sont pas disponibles dans plusieurs hôpitaux. À cela s'ajoute le coût élevé. À côté de l'échographie. Avant d'être opéré, j'ai effectué une échographie. Au départ, je n'avais pas d'argent pour cet examen d'imagerie. J'ai demandé de l'aide à ma famille. J'ai été dans un centre d'imagerie pour un cas de maux de ventre. Les prix fixés en dollars étaient trop élevés. Je demande aux autorités de nous aider à faire baisser les prix d'imagerie. Donc il y a des gens qui peinent à accéder à ce genre d'imagerie. Surtout les nouvelles méthodes d'imagerie, qu'on appelle l'imagerie en coupe, scanographie notamment et l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Tout le monde n'a pas accès à ce genre d'imagerie parce que ça coûte cher. Un examen par exemple d'imagerie du cerveau, un scanner du cerveau coûte $150. Allez-y, imaginez que $150, ce n'est pas la portée de tout le monde. Donc déjà, pour ceux qui travaillent, c'est déjà un problème. Mais ceux qui ne travaillent pas, ça sera encore un grand problème. Aujourd'hui, l'échographie vraiment est à la portée de tout le monde parce que c'est bas, c'est relatif, hein, le coût est bas. Il y a aussi la radiographie conventionnelle qui est aussi accessible à la population parce que là aussi, c'est peut-être acceptable. Mais quand on évolue vers le scanner, vers l'IRM, là, ça devient difficile. Face à ces difficultés d'accessibilité à l'imagerie, le gouvernement doit doter différentes formations sanitaires publiques en équipement d'imagerie de nouvelle génération afin de faciliter la population à y accéder à un coût acceptable. Mbal ou Mbari, c'est le tissu traditionnel en raffia utilisé par le peuple Lélé dans le Kassai lors de la remise de la dot comme monnaie d'échange et aussi comme vêtement des danses. Quel est le message caché à travers cet accoutrement? La réponse dans ce troisième dossier signé Berthe Mkonkole. Les tissus traditionnels sont des reflets vivants de la richesse culturelle et de l'histoire fascinante de tout un peuple. Ils jouent un rôle essentiel dans la culture traditionnelle en tant qu'expression artistique, symbole d'identité et moyen de communication. Chaque tribu a ses propres traditions textiles, ce qui rend le tissu traditionnel si varié et attirant. C'est le cas de la tribu Bachilélé, autrement appelée les Lélé, dans le Kassai, territoire d'Ilebo. Ces peuples se caractérisent par un tissu raffia appelé Mbal ou Mbari en langue lélé. Quelle est son origine? Le tisserand Pongo Pero Wenceslas, âgé de 82 ans, rencontré dans le village d'Omaïmounene, nous explique toutes les étapes de la fabrication de ce tissu traditionnel. Nous obtenons les raffias à partir de jeunes feuilles de palmier à raffia. Ces fibres, nous les épluchons et déchirons en petites bandes au moyen d'un peigne appelé hani. Puis nous les séchons au soleil et les tisser par la coquille d'escargot appelée koa. La couleur naturelle de la fibre est jaune-beige. D'autres fibres, nous les teintons par la fumée afin d'obtenir une harmonie de couleurs. Des bandes de fibres sont minutieusement montées par entrelacement des fibres selon les techniques séculaires. Le processus d'extraction du raffia prend beaucoup de temps, mais l'expertise et les connaissances locales permettent d'obtenir les meilleures fibres de raffia. Les fibres de raffia sont tissées par une technique archaïque de métier à tisser vertical ou oblique, ce qui est difficile de trouver des remplaçants à ces jours. Je n'ai formé aucun enfant. Parce que les enfants ne manifestent pas leur volonté pour qu'ils viennent apprendre. Durant 2 siècles, l'embari a été utilisé, entre autres, comme symbole de la dot. Un tas, nous appelons ça Iboki. Chez la maman, on donne 50 mbari ici. On appelle ça Mihei, Pour les papas, 60.
c'est-à-dire 60 mbari ici. On appelle ça mihei pour les papas. Quand tu emmènes ça, d'office, on te confie la femme. Dans le temps, la pièce d'étoffe en raffia avait une valeur de monnaie et signe de richesse. Elle désigne encore aujourd'hui l'argent et la richesse. Le notable du coin, Fortinand Dambo, confirme. Qui a valeur de monnaie. Quelqu'un qui avait ça, à l'époque de nos ancêtres, c'était vraiment une richesse. Une grande richesse qui servait aux gens de se dire puissants dans un village ou dans un autre. À l'époque, on payait des amendes avec ça, on payait des bêtes, tout ce qu'il y a comme objet acheté, on achetait avec ça. La tribu Lélé reste une des tribus qui n'a pas perdu son identité culturelle, mais qui conserve encore des valeurs traditionnelles. Allez, on tourne la page, partie magazine, retour à l'actualité. La journée nationale de la Fédération des femmes protestantes sera célébrée le 15 novembre prochain. Pour l'heure, plus de 2000 femmes protestantes étaient dans la rue dans la province de l'Ituri pour une marche de sensibilisation de la paix et aussi de la cohésion nationale. La célébration de cette 7e commémoration de la journée nationale des femmes protestantes s'est inscrite dans le cadre de la sensibilisation de toute la communauté à la paix. Une marche de soutien à tout processus de paix entamé jusqu'à la province de l'Ituri a été organisée sur le boulevard de Libération et les grandes artères de la ville de Bounian par ces moments qui, par ces gestes, manifestent leur souhait de voir l'Ituri pacifié. Occasion pour Maman Denise Uchika, présidente de la Fédération des femmes protestantes de l'Ituri, de remercier les autorités pour leurs efforts conjugués pour la restauration de la paix en Ituri et de circonscrire cette journée. Nous rendons les hommages à son excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour les efforts qu'il ne cesse de fournir en vue de rétablir la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nos remerciements vont aussi au lieutenant général Denis Boya Kachama, gouverneur de la province, pour les services louables, pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État en province de l'Ituri. Nous, les mamans de la Fédération des femmes protestantes de l'Ituri, en commémorant le 57e anniversaire de la journée nationale de fédération, voudrons bien promouvoir la recherche de la paix entre les différents membres des confessions religieuses des différentes tribus, former l'unité, la cohésion sociale entre les mamans de l'Église du Christ au Congo, sans distinction ethnique et tribale, voire en dansant ensemble dans la Église. Une marche qui a y compris des chutes des stades Amani de Bounian ou des cantiques de paix, messages sur la cohésion sociale et cohabitation pacifique et de prédication ont été au centre de cette activité. Dernier virage de ce journal, le prestataire des soins de santé de la province du Nord Kivu vient de recevoir une formation autour de la prise en charge des cas de paludisme. Ils ont passé plus de 48 heures sur le banc afin d'améliorer leur intervention sur le terrain. 190 propriétaires et prestataires des établissements de soins de santé à Goma ont clôturé ce samedi 9 novembre une formation de 2 jours sur la prise en charge des cas de paludisme dans le secteur privé organisée par Sanru Asbel. Il a été question de procéder au renforcement des capacités dans la vision de réduire la morbidité et la mortalité liées aux cas de paludisme en suivant les directives et les normes du pays. La RDC a soutenu Dr Esperi Beya, chargé de suivi et évaluation au sein de Sanru Asbel. Les matières qui ont été prévues, c'est d'abord l'importance de l'exécution des TDR. Ces prestataires prennent en charge le paludisme simple dans leurs établissements. Et ils devraient le faire selon la politique nationale, les directives et les normes du programme national de lutte contre le paludisme. Et on vient renforcer leur capacité sur la prise en charge du paludisme simple. Quand même, il y a le paludisme dans la ville de Goma. Et nous couvrons dans le nord Kivu 2 zones de santé, Goma et Karisimbi.
pour les former sur ces matières afin de mieux prendre en charge le paludisme lorsque nous courons vers ce que le chef de l'État envisage, la couverture sanitaire universelle. Sentiment de satisfaction pour les participants qui ont entre autres confirmé avoir découvert la différence entre le paludisme simple et le paludisme grave. On a fait des pratiques pour savoir comment prélever avec le TDR, pour faire des tests concrets et avoir des résultats dont nous avons besoin pour pallier contre ce paludisme. Nous avons appris à différencier le paludisme simple du paludisme grave et la façon dont on peut prendre un patient dans le cas de les traiter. Comment traiter le paludisme simple et le paludisme grave. Il faut signaler que la RDC est le deuxième pays en Afrique à avoir beaucoup de cas de paludisme après le Nigeria. C'est fini pour ce journal, le magazine de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h Blandine Wavingana. Moi, je reviens demain à 7h. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.